Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano Français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine débute en beauté. Pour moi, c'est le premier jour des vacances. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, profitez-en très bien. Et si vous êtes prochainement en vacances dans les prochaines semaines, eh bien, bon courage à tout le monde. Je suis là avec vous chaque semaine et malheureusement, j'ai manqué la semaine dernière. Grosse semaine pour moi avant justement les vacances, mais je serai là pendant les prochaines semaines et jusqu'à la fin du mois d'août. Alors, j'espère que vous avez été contents parce qu'on a eu beaucoup de verts, même si actuellement on est dans le rouge, mais on a eu des grosses progressions. Bitcoin qui a failli toucher les 24 000 dollars, Ethereum qui est monté à l'annonce du merge qui va arriver donc pour le mois de septembre. Et ce qu'il y a toujours de fou dans le top 10, eh bien, c'est qu'on a évidemment des stablecoins, énormément encore de stablecoins dans le top 10, même dans le top 11 de ce que je voyais avec DAI, qui est encore là, un autre stablecoin. Donc, c'est vraiment ce qui est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très intéressant. On sait que le merge va arriver, donc le merge de Ethereum va arriver. Ils vont passer du proof of work au proof of stake et il y a plusieurs élément qui manque beaucoup à la communauté d'Ethereum et même à la communauté de Cryptoland. Mais tout ce qui se passe au niveau d'Ethereum par rapport à cette transition de Proof of Work à Proof of Stake et avec tous les éléments qui vont suivre par la suite vont être très importants pour Cardano. Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Cardano a tellement d'avance sur Ethereum que tout ce que l'on est en train de parler par rapport à la grande nouveauté d'Ethereum qui va passer au Proof of Stake et qu'est-ce qui va se passer, etc., eh bien, Cardano, nous sommes déjà dans le protocole, nous utilisons déjà un protocole Proof of Stake depuis plusieurs années. Nous sommes passés à travers énormément de difficultés. Nous avons intégré justement les contrats intelligents. Il y a la prochaine mise à jour qui va arriver prochainement avec une mise à niveau des contrats intelligents qui va développer évidemment le côté DeFi de Cardano. Donc, on a énormément d'avance. Même si ça n'en a pas l'air, on a énormément d'avance sur Ethereum de ce point de vue-là. Et là, on est juste en train de rattraper justement le retard dans tous les écosystèmes, que ce soit le DeFi, les NFT, la Metaverse, mais on est en train de rattraper ce retard avec une allure très, très vive, alors que Ethereum ne fait que passer que de Proof of Work à Proof of Stake. Et je dis, ils ne font que passer, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de défis qui les attendent encore là-dedans. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Et évidemment, après avoir fait le tour un petit peu de ce qui se passait sur le marché, on peut voir également que la situation est quand même moins pire. On est passé de extreme fear à fear. Donc là, j'espère que si vous avez investi et que vous avez tradé, que vous avez pris des profits, parce qu'évidemment, le prix des différents actifs a pas mal monté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de septembre, généralement, est un mois où il y a encore des chutes. Donc, j'entrevois une correction, des corrections qui risquent d'arriver, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, au mois de septembre. Le mois de septembre est souvent un mois qui est plus rouge que les autres. Donc là, vous le voyez, sans faire énormément d'analyse de graphiques, là, mais vous le voyez, donc on remonte cette diagonale de support, mais on arrive dans une situation où justement, au mois de septembre, ça risque de repartir vers le bas, je le pense. Et personnellement, j'ai mes trades, pas nécessairement au niveau de Bitcoin, mais au niveau de Cardano. J'entrevois évidemment un niveau plus bas en espérant que les deux mises à jour ne seront pas trop collées l'une à l'autre parce que justement, je vais essayer de rattraper quelques EDA, quelques Lovelace à des plus bas niveaux. Alors, voilà un petit peu pour le tour d'horizon très rapide par rapport aux différents charts. Pas grand-chose à dire. On est toujours dans un bear market et je porte toujours mon t-shirt de Cardano en attendant les différents t-shirts que j'ai commandés il y a quelques semaines maintenant. Mais vous devez vous demander pourquoi le contenu de la vidéo est sur Ethereum et son merge. Et comme je le précisais, tout ce qui est bon pour Ethereum est extrêmement bon
pour Cardano. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir comparer les vraies choses. On va pouvoir comparer justement le protocole, tout ce qui s'est passé par rapport à Ethereum, leur version du Proof of Stake versus la version de Cardano du Proof of Stake Ouroboros. Et là, on va commencer à voir justement les manques, les petites choses qui ne sont pas aussi bien du côté de Ethereum, qui travaillent sur leur protocole de Proof of Stake depuis bien plus longtemps que Cardano. Mais évidemment, faire la transition est plus difficile que de commencer à zéro. Et donc, là, on sait que Cardano, malgré toutes les difficultés, malgré tous les retards, malgré toutes les critiques qu'ils ont eues, Ethereum va mettre en valeur tout ce que Cardano a travaillé si longuement et justement, ça va être bénéfique pour nous. Alors là, on voit qu'il y a quelques jours que Vitalik était justement donné une présentation où il partageait les différentes phases d'Ethereum. Et il disait que le merge allait être finalement le merge était juste 50% de ce qui était accompli, de ce qui allait être accompli dans la prochaine étape, dans le Ethereum 2.0. Alors 50%, c'est pas grand-chose parce que on sait que Cardano a déjà mis en place plus de 50%. Donc, on avait la phase Byron, la phase Shelley, la phase Gauguin. Ces trois phases sont passées. On est déjà en train de travailler au niveau de la phase de Bachot. On est déjà bien intégré justement dans cette phase-là, pas encore complétée, ni même pas encore commencé, mais les travaux ont déjà débuté. Et après ça, il va y avoir la dernière phase qui est la phase de Voltaire. Donc, beaucoup plus de choses ont été accomplies au niveau de Cardano au niveau de la blockchain Cardano pour compléter la blockchain qu'au niveau justement d'Ethereum, alors que on sait que le lancement d'Ethereum s'est fait sur le proof of work, mais rapidement, justement, ils avaient entamé les travaux pour faire la transition vers le proof of stake. Et là, ce qu'on peut lire, justement, c'est qu'il va y avoir 4 phases pour arriver, justement, à compléter Ethereum 2.0. Donc, la première phase qui va être le merge, donc le passage de Proof of Work à Proof of Stake. La deuxième phase qui va être le surge. Donc, le surge, c'est justement de créer 64 shards, donc un sharding de 64 sous-réseaux qui vont permettre, justement, d'accélérer le nombre de transactions et de, normalement, diminuer les frais de transaction. On va en parler un petit peu plus tard. Par la suite, il va y avoir The Verge. Donc, The Verge va être la décentralisation. Donc, optimiser la décentralisation en ajoutant justement des clients, en ajoutant des nœuds qui vont pouvoir justement faire le lien entre les différents shards et les nœuds qui vont avoir la blockchain au complet. Donc, c'est un élément de communication entre les différents sous-réseaux, le réseau principal, et c'est ce qui va aider justement à la décentralisation. Parce qu'évidemment, j'imagine qu'au départ, il va y avoir des mécanismes beaucoup plus centralisés pour s'assurer que les sous-réseaux fonctionnent assez bien et qu'il n'y a pas de double dépense et ainsi de suite. Et par la suite, dans le fond, il va y avoir The Purge. Donc, The Purge, c'est de faire un petit clean-up de tout ce qui a été fait pour s'assurer qu'on est capable de fonctionner à 100% au niveau du protocole Proof of Stake et que le réseau, finalement, que tout fonctionne bien sur la blockchain Cardano. Donc, on voit ces 4 étapes-là de Merge, de Surge, de Verge et de Purge. C'est quand même du gros stock. C'est juste du gros stock, juste pour s'assurer que Ethereum 2.0 fonctionne de la même manière que Ethereum 1.0, évidemment avec les différentes failles du son. C'est une autre discussion, mais avec justement les différents écosystèmes qui existent, les différentes dApps qui existent sur Ethereum 1.0, qui devraient fonctionner de la même manière sur Ethereum 2.0, mais qui va être un Ethereum beaucoup plus compliqué. Et les éléments généralement que les gens oublient par rapport à cette transition-là, ils pensent que justement, lorsque Ethereum 2.0 commence, lorsque le merge va être fait, eh bien, les gens pensent que tout sera fini sur la blockchain Cardano, sur la blockchain Ethereum, alors que justement, on le voit, ce n'est pas le cas. Alors, la première erreur que les gens font, c'est de penser que les frais de transaction vont diminuer directement le 19 septembre prochain. Alors, c'est évidemment
évidemment pas le cas parce qu'il va toujours y avoir énormément de demandes sur la blockchain Ethereum. Et comme je le disais, c'est juste à partir du moment où il va y avoir le sharding que là, les frais d'Ethereum vont diminuer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les sous-réseaux qui vont pouvoir processer autant de un maximum de transactions et qui va justement enlever un peu de charge de la chaîne principale. Les sous-réseaux, le sharding est évidemment quelque chose de très compliqué à faire et je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre justement de mettre en place tout ce mécanisme-là. Et c'est là qu'il risque d'y avoir des délais parce que chacune des phases va encore prendre du temps de développement, beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Donc, pour moi, c'est une roadmap qui va prendre encore facilement 5 ans à faire. Et je dis ça comme ça, mais 5 ans, je pense que c'est quand même un minimum. On va leur souhaiter bonne chance également, mais c'est sûr et certain que les frais de transaction sur la blockchain Ethereum ne vont pas descendre tant qu'ils n'auront pas mis en place cette solution-là de sharding pour alléger, dans le fond, les différentes transactions et permettre justement d'enlever une charge au niveau des transactions sur le main chain. Alors qu'au niveau de Cardano, eh bien, les transactions sont déjà très basses, mais on veut justement avoir un moyen de prioriser certaines transactions. Donc, pour prioriser certaines transactions, on peut utiliser les frais de transaction pour les prioriser, mais ce qu'il y a de bien également, c'est qu'au niveau de Cardano, on peut envoyer plusieurs transactions en une seule transaction, et ça, on le sait, c'est grâce au Bubble Fees. Donc, le Bubble Fees on a une vidéo qui est sortie avec une bonne amie à moi, en tout cas, une personne que je connais qui est également du Canada, qui a fait cette superbe vidéo où elle explique justement comment fonctionnent les Bubble Fees. Et ça, je vais devoir vous en parler avec d'autres vidéos également. Une vidéo très intéressante où un YouTuber donne le nombre de ADA que vous devriez avoir avant le prochain bull run pour justement profiter et éventuellement avoir une belle retraite dorée. Ça, je vais en parler également, avec également la roadmap par rapport à Voltaire et la gouvernance qui va sortir bientôt également. Donc, ces trois sujets qui sont très intéressants, le nombre de headers que vous devez avoir avant le prochain bull run, les Bubble Fees et la roadmap de Voltaire qui devrait sortir et dont je vais parler. Mais restons sur le sujet de cette vidéo-là sur Ethereum et justement sa prochaine mise à jour. Et donc, une deuxième erreur que les gens font également au niveau d'Ethereum, c'est de penser que les gens qui ont staké leur Ethereum actuellement sur Ethereum 2.0 ne peuvent pas retirer leurs fonds. Et ce qu'ils pensent, c'est qu'arrivé le mois de septembre, directement au début du merge, eh bien, il va y avoir tout ce staking-là qui va justement repartir sur le marché parce que les gens vont récupérer leur Ethereum qui était staké, plus les frais, les rewards de staking, et ils pensent que justement, directement, les gens vont vendre leur Ethereum pour récupérer un peu d'argent, surtout dans ce bear market. Alors, la façon dont ça a été pensé au niveau du merge, c'est que le staking et les rewards vont être distribués aux différentes personnes 6 mois à 1 an après le merge. Donc, on a le merge normalement au mois de septembre. 6 mois plus tard, il va y avoir une première allocation qui va être disponible justement à la différente communauté, à ceux qui ont staké leur Ethereum. Et après ça, dans 1 an, eh bien, ça va être la fin du staking complet. Donc, pour éviter qu'il y ait énormément d'Ethereum qui arrivent sur le marché et qui fassent évidemment baisser le prix d'Ethereum. Alors, ce qu'il faut se rappeler également, c'est que le staking, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Le staking, on va voir si la communauté va être assez forte parce qu'on sait qu'au niveau de la blockchain Cardano, il y a 70% du supply qui est staké. Donc, on va voir si ça va être la même chose au niveau d'Ethereum, maintenant que le staking va être une option pour ceux qui ont de l'Ethereum. Et une option, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont pouvoir staker et justement retirer leur stake. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais on va voir les règles de staking sur Ethereum et si la communauté va se dire, ben oui, c'est un bon moyen justement d'avoir plus d'Ethereum en les stakant. Et donc, on va voir si la communauté va garder
leur Ethereum staké ou alors si justement ils vont commencer à le vendre. Et si le pourcentage de staking va commencer à augmenter, ça peut partir à 40% et puis monter à 50, 60. On verra bien ce que ça va donner de ce côté-là. La troisième erreur que les gens font, c'est de penser que la tokenomics d'Ethereum va changer. Et en fait, non, parce que le staking, c'est juste un protocole, c'est juste une manière dont la blockchain Ethereum va fonctionner. Il n'y aura pas de changement au niveau des tokenomics. Il va y avoir moins d'Ethereum qui va être distribué. Et ça, c'est un autre élément qui est drôle un petit peu, c'est qu'actuellement, il y a une partie, une fois qu'un bloc est créé au niveau d'Ethereum, il y a une partie des Ethereum qui ne sont pas envoyés justement aux mineurs, mais qui sont brûlés, qui sont détruits à tout jamais pour faire descendre le supply d'Ethereum. Et ça, c'est vraiment stupide selon moi parce que justement, cet Ethereum aurait pu s'en aller dans une trésorerie exactement comme c'est fait actuellement sur la blockchain Cardano avec le projet Catalyst. Et donc, cette trésorerie-là pourrait justement financer énormément de choses dans l'écosystème de Cardano. Dans l'écosystème d'Ethereum. Mais on le sait, beaucoup de blockchains décident de brûler des tokens en pensant que ça va avoir un impact sur le prix. Alors, évidemment, ce n'est pas une philosophie que nous, on a dans la communauté de Cardano. Toutes les aides sont à quelqu'un, toutes les EDA ont de la valeur, et donc brûler ces EDA-là n'est pas quelque chose qu'on considère dans l'écosystème de Cardano. Donc, au niveau d'Ethereum, il y aura moins d'Ethereum qui sera émis à chaque conception de bloc. Il y a également ces différents Ethereum qui sont brûlés à chaque fois également. Il y a également, et la troisième chose, c'est qu'il y a justement un halvening au niveau des Ethereum qui sont émis. Donc, ils appellent ça le triple halvening au niveau d'Ethereum. Et ça va être la même chose donc au niveau de la blockchain Ethereum lorsqu'ils vont passer au Proof of Stake. Donc, encore une fois, c'est très différent. Ce mécanisme-là, selon moi, n'est pas très populaire. Je pense que le mécanisme de Cardano est beaucoup mieux de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que Cardano ne fait pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas être améliorées au niveau de Cardano. Mais lorsque je compare les deux écosystèmes, eh bien, celui qu'on est en train de vivre au niveau de Cardano me semble plus logique que celui qu'on vit au niveau d'Ethereum, surtout qu'on va passer de plusieurs mineurs au niveau d'Ethereum à 0 mineur au niveau d'Ethereum. Donc, on va voir si les gens qui stake vont prendre la relève aux mineurs qui étaient là fidèlement dans l'écosystème d'Ethereum. Alors, un autre élément est au niveau du staking. Les gens pensent que le pourcentage de reward va descendre drastiquement justement à la fin lorsqu'ils vont passer au niveau du merge, donc lorsqu'ils vont passer au proof of stake. Alors, de manière générale, ce n'est pas ce qui arrive. On l'a expérimenté également au niveau de Cardano. Lorsque le staking a commencé sur Cardano, eh bien, les rewards étaient exponentiels. Ils étaient très, très, très élevés. Mais par la suite, il y a eu une stabilisation et ça a commencé à réduire, surtout avec le A0 qu'on avait à l'époque, qui permettait les paramètres qui permettaient justement d'ajuster la partie qui était produite par la communauté, les blocs qui étaient produits par la communauté et les blocs qui étaient produits par IOHK, Emergo et ainsi de suite. Donc, il va y avoir ce même équilibre-là au niveau d'Ethereum. Donc, au départ, on pourrait voir du pourcentage de staking à 10%, mais avec le temps, ça va se stabiliser et normalement, il devrait y avoir un staking aux alentours de 5-6%, exactement comme il arrive au niveau de la blockchain Cardano. Mais encore une fois, on sait que Cardano, ça leur a pris quelques temps pour mettre ça en place, pour comprendre comment ils allaient passer d'une centralisation complète à une décentralisation du réseau. Et donc, avec ce mécanisme de staking-là, avec ce reward de staking, on va voir également combien de temps ça va prendre pour que tout le monde reçoive leur staking et s'il n'y aura pas de problème non plus là-dedans. Parce qu'évidemment, tout ça va être développé, amène le protocole. Donc, on va espérer qu'il n'y aura pas de faille dans le protocole. Et ce qu'il faut se rappeler également, c'est que pour staker sur la blockchain Ethereum,
à l'époque, il fallait 30 et quelques Ethereum, alors qu'au niveau de Cardano, avec un EDA, vous pouvez staker directement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment tout cela va se passer et on va pouvoir comparer justement des pommes avec des pommes pour se rendre compte lequel des deux protocoles ou laquelle des deux blockchains gère le mieux le proof of stake. Alors, le dernier élément, qui est un élément quand même très important, c'est la partie sécuritaire. Alors, est-ce que le protocole Proof of Stake d'Ethereum va être plus sécuritaire que le protocole Proof of Stake de Cardano? Alors, évidemment, j'ai pas besoin de boule de cristal pour savoir lequel des deux protocoles je vais penser être plus sécuritaire. Pour moi, ça va de soi, c'est le protocole de Cardano. Mais beaucoup de monde vont se dire que oui, ben, le protocole Proof of Stake d'Ethereum va être moins sécuritaire que le protocole Proof of Work d'Ethereum. Et de ce côté-là, je peux peut-être leur donner raison. Pourquoi? Parce que j'ai analysé, non pas mot à mot, les documents académiques de Cardano qui expliquaient dans le fond comment fonctionnait leur protocole Proof of Stake. Ouroboros, il y a eu énormément de papiers qui ont été publiés, différentes versions qui ont été publiées, et je n'ai pas passé autant de temps au niveau d'Ethereum. Et je ne peux pas m'assurer également qu'ils ont réfléchi à tous les éléments, tous les angles d'attaque justement, qu'on a au niveau du Proof of Work et qu'on a au niveau du Proof of Stake. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents angles d'attaque, que ce soit dans un protocole ou dans un autre. Certains sont plus faciles à combattre dans un protocole que, justement, dans l'autre. Il faut penser différemment, justement, quand on est dans un protocole Proof of Stake par rapport à certaines attaques, notamment l'attaque du 51%. L'attaque du 51% au niveau du protocole Proof of Work, il faut avoir assez d'équipements de mining pour justement surpasser 51% du réseau. Ça vous coûte du matériel finalement. Au niveau du Proof of Stake, eh bien, ça vous coûte de l'argent, de l'investissement pour aller chercher les tokens, 51% des tokens en circulation. Et donc, ça, évidemment, ça peut faire monter énormément le prix du token. Donc, être en mesure d'avoir cet angle d'attaque peut être plus difficile lorsqu'on est un seul joueur, mais qui peut être plus facile si on a une coalition de plusieurs joueurs. Donc, évidemment, il y a différents angles d'attaque, un qui peut être plus cher, un qui peut être moins cher, un qui peut prendre peut-être plus de temps, moins de temps, mais tous ces éléments-là, évidemment, doivent être réfléchis d'un point de vue théorique et après ça, testés et après ça, mise en place. Et c'est lorsqu'on le met en place dans la vraie vie que là, on peut évidemment voir si ça fonctionne ou pas. Au niveau de Cardano, eh bien, écoutez, ça fait plus de 2 ans maintenant que le protocole est en place. Il ne semble pas y avoir eu de problème. Et les gens vont dire, oui, mais il n'y a pas d'intérêt à attaquer la blockchain Cardano. Personnellement, je ne suis pas d'accord à ça. Est-ce que la blockchain Cardano a été attaquée de tous les angles, justement, au niveau de son protocole? Je ne suis pas sûr, mais de toute façon, c'est le temps qui nous le dira. Ethereum, de son côté, va commencer son voyage au pays du Proof of Stake. Donc, il y a plusieurs attaques et plusieurs enjeux et le risque est beaucoup plus élevé, justement, au niveau d'Ethereum parce que l'écosystème est beaucoup plus grand, les enjeux sont beaucoup plus grands et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense que Ethereum aurait dû tout simplement rester au niveau du Proof of Work. Je ne vois pas maintenant l'intérêt d'avoir fait cette transition-là et d'avoir perdu autant de temps et d'argent à vouloir passer du Proof of Work au Proof of Stake. Et c'est là que je suis content justement du projet Cardano et que ça me confirme que le projet Cardano est beaucoup plus similaire au projet Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin a fait quelque chose de bien, a découvert quelque chose de bien et la mentalité a été de rester justement dans cette philosophie, ne pas changer les choses et ne pas prendre de risques parce qu'on avait quelque chose de solide qui était au niveau de l'argent, la réserve de valeur et l'échange sans centralisation, l'échange de valeur sans centralisation. Au niveau de Cardano, on a le même ethos qui est de trouver quelque chose de bien, s'assurer que ça fonctionne et rester dans cet angle-là, rester dans cette philosophie-là,
sans prendre de risques. Et la patience est un élément justement qui permet de ne pas prendre de risques. Au niveau d'Ethereum, ils auraient dû tout simplement rester au niveau du proof of stake. Ils ont bâti un écosystème avec justement des second layers qui fonctionnent très très bien. Ils ont un écosystème de DeFi qui vaut plusieurs milliards de dollars, un écosystème de NFT qui vaut plusieurs milliards de dollars, et mettre en jeu tout ça en changeant justement le moteur de la machine sur lequel est développé tous ces écosystèmes-là me semble un gros risque. Est-ce que j'ai raison ou tort? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que justement, si des choses arrivent au niveau d'Ethereum, on va pouvoir les comparer et les gens vont pouvoir réaliser que justement, l'écosystème de Cardano est beaucoup plus solide, beaucoup moins cher et beaucoup plus sécuritaire que l'environnement d'Ethereum. Et c'est ce qui peut amener justement différents projets à faire la transition finalement d'Ethereum à Cardano après que Ethereum ait fait la transition d'Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0. Alors, je termine là-dessus. Merci encore et j'espère que vous avez apprécié ces différents changements. Laissez-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de ces différents changements. Est-ce que Ethereum fait bien de passer de Proof of Work à Proof of Stake? Est-ce qu'il va y avoir des délais au niveau d'Ethereum? Et est-ce que vous pensez que tout changement ou toute transition justement au niveau d'Ethereum est aussi bien pour Cardano qu'Ethereum? Laissez-moi vos commentaires. Moi, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine. Peace.